Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Les brutes du lycée ignoraient que le nouveau était un combattant brutal. Quand Ryan Keller franchit pour la première fois les grandes portes métalliques du lycée Roosevelt à Houston, un vent chaud soufflait sur l'asphalte craquelé du parking. Il y avait ce bourdonnement propre aux écoles américaines, entre le claquement des casiers, les baskets qui grincent sur le sol ciré, et les voix adolescentes qui rebondissent dans les couloirs. Ryan avança d'un pas lent, presque calculé. Il portait un jean délavé un peu trop large, un t-shirt gris sans logo, et une veste kaki élimée qu'il gardait ouverte malgré la chaleur. Une casquette noire rabattue masquait partiellement son regard. Il n'avait pas de sac à dos dernier cri, pas de téléphone dans la main, pas de sourire forcé pour se faire des amis. Rien. Il ne cherchait pas à se faire remarquer. Mais ce genre d'attitude, dans un endroit comme Roosevelt, c'était exactement ce qui attirait l'attention. Encore un gars paumé, souffla un élève à voix basse en passant à côté de lui. D'autres le dévisagèrent brièvement, puis passèrent leur chemin. L'indifférence pesante qu'on réserve aux étrangers. Mais certains, déjà, notaient son allure discrète. Son silence. Son étrangeté. Dans la première heure, il se perdit 2 fois en cherchant sa classe de chimie. Aucun élève ne lui proposa d'aide. Certains le fixaient avec une moue moqueuse, d'autres le filmaient déjà en douce avec leur téléphone. Ryan ne parlait pas. Il observait. Ses yeux, vifs et perçants sous la casquette, scannaient chaque détail, la position des caméras, les couloirs sans surveillance, les sorties de secours, les groupes qui dominaient les espaces communs. Ce garçon n'avait rien d'indur à cuire au premier regard. Il marchait avec les épaules légèrement courbées, évitait les attroupements, s'asseyait toujours dans les coins, dos au mur, comme par instinct. Il mangeait seul à la cafétéria, ne levait jamais la main en classe, et ne répondait que par des phrases courtes au professeur. Il se fondait dans le décor comme une ombre, comme s'il avait appris à devenir invisible. Mais à Roosevelt, cette invisibilité n'était pas un bouclier. Car dans cette école, la neutralité n'existait pas. On appartenait à une tribu, un clan, une clique. Si tu n'étais ni populaire, ni sportif, ni riche, ni drôle, tu étais une cible. Et si tu ne ripostais pas, tu étais une proie. Et les prédateurs rôdaient. Très vite, le regard des 3 figures les plus craintes du lycée se posa sur lui. Travis Miller, capitaine autoproclamé des couloirs, grand, blond, toujours flanqué de ses AirPods et de son sourire carnassier. Cole Anderson, un garçon maigre à l'humour toxique, qui filmait tout pour les réseaux. Et Derek Walsh, le plus impulsif, celui qui frappait avant de parler. Ils étaient les enfants de l'élite locale, un père juge fédéral, un autre président d'un réseau immobilier, le dernier banquier influent. Leur réputation tenait plus du règne par la peur que du charisme. Ils avaient déjà brisé plus d'un nouveau venu, poussé certains à changer d'établissement, d'autres à s'effacer complètement. Le personnel fermait les yeux, ou se contentait de rapports sans suite. Les parents n'osaient pas porter plainte contre les fils des puissants. Et cette année, leur attention tomba sur Ryan Keller. Pourquoi lui? Peut-être parce qu'il n'avait pas réagi à la première provocation dans le couloir. Ou parce qu'il ne semblait pas impressionné. Ou peut-être simplement parce que dans un monde de bruyants, le silence dérange. Ils le fixèrent. Ils se dirent, facile. Trop discret. Trop calme. Il ne tiendra pas 2 semaines. Il se trompait. Mais ça, il n'allait le découvrir que bien trop tard. Le 2e jour de cours, le lycée Roosevelt bourdonnait déjà de vie. Les bavardages fusaient dans les couloirs, les casiers claquaient, les écouteurs laissaient s'échapper des basses saturées. Les clans étaient en place. Les territoires marqués, les sportifs près du gymnase, les intellos au coin des casiers 300, les gothiques près de la cage d'escalier D. Ryan, lui, se contentait d'avancer droit devant, les yeux vers le sol, son sac en bandoulière serré contre son flanc. Il connaissait déjà la disposition du bâtiment après l'avoir arpenté silencieusement la veille. Il évitait les foules, calculait ses angles, comme un soldat en mission. Chaque pas était un choix, chaque détour, une stratégie. Mais rien ne pouvait le préparer à l'inévitable confrontation.
Alors qu'il passait près du couloir des arts plastiques, un endroit étroit, souvent vide à cette heure-là, il fut stoppé net. Travis Miller venait de s'interposer, bras croisés, flanqué de ses deux acolytes. Il était plus grand que Ryan, sûr de lui, le sourire en coin, affichant la posture dominante de celui qui sait qu'il peut tout se permettre. « Et, c'est quoi ton nom déjà ? Rick ? Randy ? Peu importe. T'as pas dit bonjour à tes aînés. » Ryan leva lentement les yeux. Ne répondit pas. Sa respiration resta calme, mesurée. Derrière Travis, Cole Henderson s'approcha en ricanant. Il agrippa la sangle du sac de Ryan, d'un geste brusque, le fit basculer au sol. Le contenu se déversa dans un bruit sourd, manuel, cahier, une trousse, un petit carnet noir qui s'ouvrit, révélant une écriture serrée, ordonnée. Oups, fit Cole, feignant l'innocence, son téléphone déjà allumé pour filmer la scène. Puis ce fut Derek Walsh qui entra en jeu. Il s'empara d'une pomme qui avait roulé hors du sac, la posa devant Ryan d'un air théâtral, et l'écrasa lentement sous sa chaussure, en le fixant. « T'avais faim ? Dommage. » Ryan resta figé. Il ne broncha pas. Les rires autour d'eux grandirent. D'autres élèves, attirés par le spectacle, formaient déjà un petit cercle. Certains filmaient. D'autres détournaient les yeux, complices de leur silence. Quelques-uns chuchotaient. « C'est qui ce gars ? Il va pas s'en sortir ?» Ryan, sans un mot, s'agenouilla. Il ramassa méthodiquement ses affaires. Page après page, livre après livre. Il essuya la couverture sale de son manuel d'histoire, rangea son carnet, referma sa trousse. Chaque geste était lent, contrôlé. Le silence pesait désormais plus lourd que les rires. « Tu veux pas répondre, le muet ?» lança Travis en haussant la voix, piqué dans son orgueil. « Même pas un regard ?» Ryan releva enfin la tête. Et dans ce court instant, leurs regards se croisèrent. Un regard calme. Glacial. Dénué de peur. Dénué de haine aussi. Un regard vide, mais profond, comme un puits sans fond. Travis recula légèrement, imperceptiblement. Il ne comprit pas ce qu'il avait vu. Mais quelque chose, dans ce regard, le troubla. Puis Ryan tourna les talons. Il s'éloigna, laissant derrière lui le sac reconstruit, le sol souillé, et un groupe d'élèves qui ne savaient plus s'ils devaient rire, ou s'inquiéter. Pour Travis, Cole et Derek, ce silence était une preuve de faiblesse. Une soumission. Dans leur monde, celui qui ne ripostait pas était un perdant. Ils ne comprenaient pas que certains silences sont chargés de tempêtes. Ils ne voyaient pas que Ryan avait choisi de ne pas répondre. Et qu'en choisissant le calme, il leur offrait une dernière chance. Mais ils ne la saisirent pas. Et bientôt, ils découvriraient qu'ils n'avaient pas affaire à un garçon paumé, mais à une machine entraînée à survivre. Ryan n'était pas né pour fuir. Ce n'était pas dans sa nature. Il avait grandi là où les autres apprenaient à se cacher, lui, il apprenait à résister. Son monde n'avait rien d'un cocon. C'était une rue grise, rugueuse, faite de fissures et de sirènes. Il avait vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir, des corps étendus sur le trottoir après des règlements de compte, des voisins menottés sous les yeux de leurs enfants, des disputes qui dégénéraient en hurlements et en coups de feu. Son quartier, à Billings, dans le Montana, ne figurait pas sur les cartes touristiques. Son refuge, c'était sa mère, Karen Keller. Infirmière de nuit à l'hôpital général, elle travaillait 14 heures d'affilée, dormait à peine, et se débrouillait seule depuis que le père de Ryan était parti sans laisser d'adresse. Elle était épuisée, mais inébranlable. Elle avait 2 règles. Tu dis la vérité, même si elle fait mal. Tu protèges ceux que tu aimes, même si ça te coûte cher. Mais dans ces rues, l'amour ne suffisait pas. À 8 ans, Ryan faillit être enlevé. Un homme en pick-up l'avait attiré avec une boîte de bonbons à la sortie de l'école. Si un passant n'était pas intervenu, il aurait disparu. Cette nuit-là, Karen ne dormit pas. Le lendemain, elle traîna son fils au centre communautaire local et l'inscrivit à un programme de self-défense. C'est là qu'il rencontra Takoda Reeves, un ancien instructeur de l'armée devenu entraîneur bénévole pour enfants à risque. Takoda n'était pas un homme tendre.
Il ne souriait jamais. Il parlait peu. Il observait, pesait, attendait. Mais quand il vit Ryan, il sentit quelque chose. Il a les yeux d'un garçon qui a vu la peur. Mais il ne s'en est pas enfui. Alors que d'autres enfants apprenaient à donner des coups de pied en riant, Ryan absorbait chaque mouvement avec une concentration glaciale. Il ne s'amusait pas. Il étudiait. Takoda prit Ryan sous son aile. En cachette, il l'entraîna à des techniques plus avancées, interdites aux mineurs dans les cercles officiels. Combat rapproché en environnement confiné. Gestion du stress sous pression. Krav Maga pour situation extrême. Boxe anglaise et thaïlandaise. Jiu-jitsu brésilien pour les combats au sol. Désarmement et neutralisation d'armes blanches. Contrôle respiratoire et lucidité en situation de chaos. Takoda disait souvent. On ne forme pas des combattants pour la guerre. On forme des esprits pour survivre à la violence. Ryan grandissait sans jamais manquer un entraînement. Après l'école, il courait jusqu'au centre. Même les jours de tempête, même avec de la fièvre. À 15 ans, un dealer ivre tenta de voler leur appartement pendant que Karen était de garde à l'hôpital. Ryan était seul. Il attendit dans l'ombre de la cuisine, silencieux. Il n'appela pas la police. Il n'avait pas eu le temps. Quand l'homme entra, couteau en main, Ryan l'immobilisa en 12 secondes. Pas de cri. Pas de blessure mortelle. Juste une torsion de poignet, une clé d'étranglement, et un corps inconscient. La police fut appelée ensuite. Ils virent un garçon calme, assis, tenant la main tremblante de sa mère en disant « Tout va bien. C'est fini. » À 16 ans, il avait déjà survécu à 2 agressions armées, défendu des camarades d'école, désarmé un adulte lors d'une rixe dans un bus. Il devint triple champion régional de jiu-jitsu. Mais il refusait les compétitions de haut niveau. Il ne voulait pas de trophée. Il voulait être prêt. Takoda le mettait régulièrement à l'épreuve psychologique. Tu ne combats pas pour vaincre. Tu combats pour choisir le bon moment de ne pas combattre. Mais un soir, l'équilibre se rompit. Un adolescent de son école, Shawn Ever, l'avait menacé pendant des semaines. Jaloux, impulsif, provocateur. Un soir, dans un terrain vague, il avait attendu Ryan avec 2 autres garçons. Ils l'encerclèrent. L'un d'eux sortit une batte. L'autre une chaîne. Ryan les avertit. Une seule fois. Reculez. J'ai promis de ne plus me battre. Mais Shawn fonça. Ryan ne réfléchit pas. Il désarma le premier, mit le second au sol, et neutralisa Shawn d'un coup de genou au thorax. Mais le coup fut trop fort. Trop précis. Trop automatique. Shawn eut les côtes brisées et une lésion pulmonaire. Il passa 3 semaines à l'hôpital. La police ouvrit une enquête. Takoda témoigna. La légitime défense fut reconnue. Mais Ryan ne fut plus jamais le même. Cette nuit-là, il s'enferma dans sa chambre, passa des heures à fixer ses mains. Puis il prononça, seul. Plus jamais. Je ne suis pas une arme. Je suis un choix. Et je choisis le calme. Il fit un vœu de silence et de maîtrise. Pas seulement de la voix. De ses gestes. De sa force. Il ne frapperait plus que pour sauver une vie. Ce serment devint son fardeau, son code. Un bouclier contre le monde, mais aussi une cage. Alors quand il arriva à Roosevelt High, et que les brutes l'encerclèrent, elles ne voyaient qu'un garçon muet. Elles ignoraient qu'il était un champion endormi. Un guerrier désarmé, par choix. Mais au lycée Roosevelt, la violence gratuite ne s'arrêtait pas. Les brutes testaient les limites. Leur harcèlement n'était pas qu'un jeu, c'était un rituel. Une démonstration de domination. Un test de territoire. Un jour, Derek vola son devoir de mathématiques, riant aux éclats, le jeta dans les toilettes, devant les yeux de la professeure qui détourna volontairement le regard. Un autre midi, alors que Ryan s'était habillé proprement pour une présentation orale, Cole s'approcha par derrière et vida un sachet de ketchup sur sa chemise blanche. Ryan, figé,
resta immobile alors que la sauce rouge dégoulinait le long de son torse comme une blessure ouverte. Il ne disait rien. Mais la tension montait. Elle vibrait dans ses muscles, dans ses mâchoires serrées, dans la manière dont ses poings se crispaient dans ses poches. Il avait promis de ne plus frapper que pour sauver une vie. Mais parfois, pour sauver une vie, il fallait aussi poser une limite. Puis, un vendredi après-midi, alors que la pluie s'abattait sur Houston, les nuages bas pesant comme une malédiction sur le lycée Roosevelt, ils décidèrent de pousser trop loin. Travis, Cole et Derek le suivirent discrètement à la sortie du bâtiment B. Ryan marchait seul, son sac sur l'épaule, les écouteurs enfoncés dans les oreilles, sans musique. Il savait déjà qu'ils étaient derrière lui. Il les avait vus dans le reflet de la vitre quelques minutes plus tôt. Mais il continua à marcher. Ils le piégèrent derrière le gymnase, là où les caméras de sécurité étaient en panne depuis des mois. Le sol était trempé, boueux, l'air chargé d'électricité. Aujourd'hui, on va voir s'il saigne, ricana Travis, une chaîne rouillée enroulée autour de son poing comme un serpent prêt à mordre. Cole alluma la caméra de son téléphone. En direct de « Justice du vendredi », lança-t-il avec un rire cruel. Derek, un rictus de hyène sur le visage, tenait une barre métallique empruntée dans l'atelier du lycée. Ryan ne recula pas. Il laissa tomber lentement son sac au sol, puis redressa la tête. Son regard croisa celui de Travis. « Allez, dis quelque chose », murmura Travis, en s'approchant. « Supplie, ou crie. On aime bien les cris. » Ryan leva les yeux. Son regard avait changé. Il n'y avait plus de peur. Plus d'hésitation. Il y avait une tempête silencieuse. Un vide froid. Un feu ancien. Et alors, tout changea. Il n'y eut pas de cri. Pas d'annonce dramatique. Juste un mouvement. Un souffle. Une explosion de précision. Ryan attrapa la chaîne au vol, dans un claquement sec de métal contre peau. Il tira violemment Travis vers lui, utilisa son propre élan pour l'écraser contre le mur détrempé du gymnase. Le choc fit vibrer la structure. Travis s'effondra, groggy. Derek fonça, la barre levée, hurlant. Ryan pivota, bloqua le coup avec son avant-bras, frappa le nerf radial de Derek, le désarma en un quart de seconde. Puis, d'un balayage net, il fit voler Derek en l'air avant de l'écraser au sol, les jambes repliées à un angle anormal. Derek hurla. Cole recula, tremblant, son téléphone encore en main. « C'est quoi ce bordel ?» murmura-t-il. Il tenta de courir. Mauvais choix. Ryan bondit, le faucha avec la précision d'un chasseur, le plaqua au sol, genoux sur la cage thoracique. D'un geste sec, il arracha le téléphone, arrêta la vidéo et le jeta contre le mur. L'appareil se brisa en morceaux. La pluie tombait toujours. Lourdement. L'eau se mélangeait au sang sur le béton. Cole pleurait. Derek haletait, incapable de bouger. Travis gémissait, recroquevillé contre le mur. Ryan se redressa lentement. Il les regarda tous les trois, sans haine. Juste avec une certitude ancienne dans la voix. « Je vous ai prévenu sans mots », dit-il calmement. « Maintenant, écoutez avec vos os. » Puis il tourna les talons et s'éloigna. Sous la pluie. Sans se retourner. La vidéo que Cole avait tenté de supprimer avait déjà fait son chemin. Quelques instants après l'affrontement, dans la précipitation, il l'avait envoyée par erreur à un groupe privé d'élèves de Roosevelt. Un groupe secret où se mêlaient rumeurs, potins et moqueries. Mais l'un des élèves, Maya, une jeune fille au regard vif et à l'esprit curieux, la vit. Elle la regarda, bouche bée. Puis, sans hésiter, elle la repartagea sur son propre profil. En quelques heures, la vidéo circula. Elle fit le tour de l'école. Puis de la ville entière. Puis au-delà. Le hashtag Ryan the Silent Fighter explosa sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, tout le monde voulait voir ce garçon discret qui, sans un mot, avait désarmé 3 agresseurs en moins de 20 secondes. Les commentaires affluaient, entre admiration, étonnement, et même respect. Certains élèves l'appelaient déjà « le fantôme de Roosevelt », d'autres parlaient d'un héros inattendu.
Mais pour Ryan, rien n'avait changé. Il ne cherchait ni la gloire ni la reconnaissance. Le lendemain, Ryan fut convoqué dans le bureau du proviseur, M. Douglas Harper, un homme à la fois sévère et juste. Ce dernier s'attendait à un rapport de bagarre, à des sanctions disciplinaires. Peut-être même à un renvoi. Mais il reçut autre chose. Les témoignages d'élèves qui avaient assisté aux humiliations répétées. Les preuves contre Travis, Cole et Derek. Et surtout, l'histoire personnelle de Ryan, racontée par Karen Keller, sa mère, et par son ancien coach, Takoda Reeves. Monsieur Harper prit la décision lourde de conséquences. Travis Miller fut suspendu à durée indéterminée et envoyé dans un centre de redressement pour adolescents en difficulté. Derek Walsh et Cole Henderson furent définitivement exclus du lycée Roosevelt, leur famille ne souhaitant pas s'exposer davantage. Ce fut un coup de tonnerre. Malgré tout cela, Ryan ne chercha pas à s'exposer. Il retourna à sa routine habituelle, discret, silencieux, presque invisible. Mais les regards sur lui avaient changé. Des élèves qui, jusqu'alors, avaient partagé sa douleur dans l'ombre commencèrent à s'approcher. Kevin, souvent moqué pour son surpoids et sa timidité, vint s'asseoir près de lui à la bibliothèque. Jelen, harcelé pour son orientation sexuelle, trouva en Ryan un allié silencieux mais puissant. Peu à peu, un petit groupe se forma autour de lui. Un jour, Ryan décida de fonder un club après les cours. Pas un club de combat. Un club de maîtrise de soi. De discipline mentale. De contrôle. Un espace où chacun pouvait apprendre à gérer ses émotions, à respirer avant d'agir, à trouver la force dans la paix intérieure. Il appela ce club Silent Core le noyau silencieux, le cœur calme. Le club devint un refuge pour les exclus, un lieu d'apprentissage mais aussi de solidarité. Ryan enseignait sans arrogance, avec patience et humilité. Des années plus tard, Ryan suivit sa voie en devenant instructeur en intervention d'urgence pour une organisation humanitaire internationale. Il formait des médecins, infirmiers et civils à se défendre dans les zones de guerre, là où la violence ne pardonnait pas. Partout où il allait, dans chaque école, chaque ville qu'il visitait, l'histoire du garçon silencieux se racontait encore. Celle d'un jeune homme que l'on avait pris pour faible, muet, invisible. Mais dont le silence, plus que n'importe quel cri, avait fait trembler ses ennemis. Parfois, le véritable pouvoir ne réside pas dans la voix la plus forte, mais dans le calme qui précède la tempête.